Radio Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka qui suit son cours en vous exposant nos impressions, notre savoir sur cet artiste allemand, Markus Lüpers. Voilà, Markus Lüpers, donc une exposition au musée Mayol. Sachant que Markus Lüpers, donc c'est un peintre, un sculpteur allemand qu'on dit néo-expressionniste, et l'exposition s'appelle Mayol reçoit Lüpers, Mayol Lüpers, une filiation, voilà. Ce sont des œuvres fortes quand même à découvrir dans ce magnifique musée à taille humaine, aux salles parquetées, aux murs lambrissés, aux alcôves vitrées. C'est une déambulation artistique qui fait cohabiter les sculptures et fusains de Mayol, ses formes douces et harmonieuses, avec l'œuvre néo-expressionniste de Lüpers. Et ça fonctionne. Donc dès le début du XXe siècle, l'Allemagne a offert à Mayol quand même une atmosphère favorable pour la reconnaissance de son travail. Et c'est grâce en grande partie à ce pays que Mayol connaît ses premiers succès. On se rappelle d'Arnaud Breker qui aimait beaucoup son travail. Qui s'est déplacé à Collioure pour rencontrer Mayol, ce qui a valu à Mayol certains froids avec la résistance française. Bah effectivement, Arnaud Breker était le ministre de la Culture. C'était le sculpteur favori d'Hitler. Le sculpteur favori d'Hitler. Et par contre, c'est aussi grâce à son lien avec Arnaud Breker que Dina Verny, qui était la dernière muse de Mayol, qui lui a permis de faire ces magnifiques sculptures de fin de vie, elle qui faisait de la résistance, qui faisait passer les gens dans la montagne et qui s'est fait arrêter. Donc c'est aussi grâce à Arnaud Breker que Dina Verny avait pu être libérée. Voilà. Oui, il faut dire aussi que Dina Verny était juive et en même temps elle était dans la résistance et elle flirtait quand même assez férocement avec le communisme. Voilà. Elle avait tout pour plaire aux nazis. Et donc c'est dans cette même Allemagne que naît en 1941 Markus Lüpers, donc un enfant des traumatismes de l'après-guerre. Donc qui est ce Markus Lüpers? Peintre, sculpteur et accessoirement décorateur de théâtre. Il naît en 1941 en République tchèque et quand il a 7 ans, sa famille déménage et s'installe en Allemagne de l'Ouest, en Rhénanie. Mais en République tchèque, il y avait en Tchécoslovaquie, il y avait des Allemands qui étaient là depuis des générations. Donc à 15 ans, il suit des études de peinture à l'école d'art appliqué de Krefeld. Il vit dans un milieu entouré d'artistes, il fréquente une communauté qu'il appelle d'artistes territoriaux, dont dans l'atelier on a même un moine. Et les professeurs citent Rembrandt, Van Gogh, Klee, Giacometti. Et il va en même temps, parallèlement à ses études, travailler une année dans une mine de charbon à la construction de routes. Et puis il va reprendre ses études 6 mois à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf jusqu'en 1961. Donc il a 20 ans. Il fait un voyage à Paris et décide là de se consacrer à l'art. Donc il s'installe à Berlin-Ouest, qui à l'époque est une ville pauvre, qui fourmille par contre d'artistes, de peintres, pour qui l'école de Paris et les expressionnistes abstraits étaient des références majeures. Donc c'est une ville dans laquelle les bars sont ouverts toute la nuit, les artistes se retrouvent, soit les artistes, les intellectuels, donc il y a toute une vie qui est pétillante et fourmillante. Et les Berlinois en fait évitaient aussi le service militaire, parce comme ils travaillaient à participer à cette dynamique de ville, en fait ils étaient exempts du service militaire. Lui, avec certains copains, va créer une galerie coopérative qui s'appelle Grosse Gorschen 35 pour défendre les jeunes artistes non qui représentés ailleurs. Donc ce sont 12 artistes et qui tous les mois il y en a un parmi les 12 qui pouvait exposer ses œuvres. Donc c'est une galerie, c'est un peu une galerie coopérative et c'est un modèle qui fonctionne pour le fonctionnement et pour le travail. Et cette galerie est fréquentée, il y a des articles de presse et là ils mènent tous une vie de bohème. Et cette vie s'est tarie un peu quand chacun a fait carrière, voilà, ils se sont dispersés. Alors une des premières séries, c'est un peintre qui travaille énormément par série. Sa première série s'intitule Donald Duck,
qui est en réaction à la peinture américaine de Koenig et de Franz Lin. Et puis après, il y aura d'autres séries qu'il va appeler dithyrambe jusqu'en 1976. Il va même écrire sur des manifestes sur ces séries de peintures. En 1970, il passe une année à Florence. Il a reçu le prix de la Villa Romana et il a une reconnaissance internationale à partir de 1973, donc il est quand même très jeune. Il va enseigner à l'Académie nationale des beaux-arts de Karlsruhe pendant 11 ans jusqu'en 1987 et il se met à sculpter quand il a 40 ans, donc 1981. Il est régulièrement exposé, il écrit des poèmes, il peint par série, il sculpte et réalise des décors de théâtre ou d'opéra, et il sera même quelques années directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf jusqu'en 2009. Donc il va travailler sur plusieurs mythes, et en fait il se découvre... Sa rencontre avec Mayol date de 1975. En fait, il était en France et André Malraux avait décidé d'exposer en plein air des œuvres sur le parterre du Vieux-Louvre, des œuvres de Mayol. Et en fait, Lupers découvre ces œuvres. Et là, en fait, il a trouvé à travers Mayol la possibilité de partir de l'Antiquité et d'en revenir. Et on voit que son œuvre va être beaucoup imprégnée, en fait, aussi bien de mythologie que d'œuvres contemporaines. Alors dans le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque à côté de chez moi, qui est le livre de la rétrospective qui avait au Musée d'Art moderne, la grande exposition qu'il y a eu en 2015, il y a un entretien avec Peter Doig à la fin du livre, et donc il raconte un petit peu, bon c'est très intellectualisé, toute sa démarche et tout. Moi j'ai retenu quelques fragments qui me parlaient beaucoup plus, où il raconte que quand il était jeune, qu'il était un jeune peintre fauché, il ne pouvait pas acheter de la peinture à l'huile, donc il mélangeait ses propres couleurs, et il était très curieux des matériaux et des techniques qu'il pouvait avoir à disposition, et il dit que la Bible des jeunes artistes était le livre de Max Dörner sur les techniques de peinture. Alors j'ai essayé de voir s'il y avait des traces de ce livre, mais Max Dörner est décédé depuis longtemps, et apparemment j'ai pas trouvé qu'il existe encore de fascicules, enfin de ce livre-là, parce que ça éveillait un petit peu la curiosité de voir comment on pouvait se débrouiller. Donc lui, il travaillait dans le bâtiment pour gagner sa vie, ainsi que ses copains, et il ramenait donc de la peinture qui restait, et il s'en servait pour peindre des tableaux. Il dit qu'ainsi, il a réalisé ses premières toiles, et il dit c'est presque une tempéra très intense, très résistante, une sorte de détrempe, et l'idéologie et les contraintes financières, tout autant que les besoins d'énormes quantités de peinture, dictaient donc ce choix des matériaux, et dit qu'il utilise encore aujourd'hui certaines de ces techniques. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Oui, parce qu'il faut dire qu'il fait des formats titanesques, des œuvres qui font 7 mètres de long sur 3 mètres de haut. Je veux dire que ça doit utiliser quand même s'il ne fait pas forcément de l'empattement comme quelqu'un comme le roi, mais quand même, il faut l'étaler la barbouille. La montagne est noire, le ciel est jaune. Il a le front rouge et les cheveux bleus. Si j'étais le ciel, je m'habillerais comme ça. Si j'étais le soleil, je ne me coucherais pas. La montagne est noire, le ciel a chaud. Il a la bouche rose qui boit du vin bleu. Si j'étais le printemps, je ne dessoulerais pas. Si j'étais le couchant, je te réveillerais. La montagne est maigre, le ciel est vert. Il a le front vert et les cheveux verts. J'imagine qu'aveugle,
je dirai vert sombre. Et sourd comme un arbre, j'entendrai sa voix. La montagne n'est plus, le ciel est sombre. Il brille des lucioles à sa bague bleue. Si j'étais lointain, je dirais planète. Mais j'aime mieux grandir pour les petites étoiles. La montagne est noire, le ciel est jaune. Il a le front rouge et les cheveux bleus. Mon totem. La montagne est noire, Louis Arty. Oui, on a essayé de trouver des musiques, des textes, enfin bon, des musiques surtout, qui pouvaient donner l'idée de l'atmosphère de son travail, que ce soit la sculpture, la peinture. De toute façon, la sculpture est colorée, beaucoup plus que la peinture, mais bon, il y a de la couleur partout. Pour moi, c'était une découverte assez saisissante. Je veux dire que je ne m'attendais pas du tout à me retrouver en face d'un tel travail, des sculptures, des bronzes énormes ou tout petits, suivants, mais il y en a des qui sont assez énormes quand même. Bon, évidemment, tout ça, à l'origine, c'est du plâtre, hein, et qui a été après fondu et puis peint. Il met très longtemps à peindre un de ces bronzes, puisque il travaille avec un chalumeau pour cuire la couleur, etc. Il revient dessus, il fait une tambouille invraisemblable pour mettre en couleur ces bronzes. C'est assez fascinant d'ailleurs. Et puis il y a ces œuvres gigantesques qui vous écrasent complètement, qui vous éclatent, qui vous font exploser, parce que c'est pour un esprit humain ordinaire, c'est totalement hors de tout sens commun. On ne peut pas appréhender tout, tellement c'est grand, tellement c'est vide aussi par moments, avec une économie de couleurs. C'est pas la flamboyance d'un Van Gogh ou même des gens de Cobra, etc., qui utilisent vraiment des couleurs quasiment qui sortent du pot, du tube. Lui, c'est plutôt une espèce presque de monochromie dans des bruns, dans des verts, dans des verts un peu uniformes allemands, quoi, des verts de gris, etc. Souvent très violent dans le sujet, c'est soit la guerre, c'est soit la mort, c'est tout un monde apocalyptique. Voilà, il n'y a pas beaucoup de repos dans sa peinture. C'est complètement fascinant, c'est complètement abrutissant même d'un certain point de vue, et c'est une leçon titanesque de création, de peinture, de forme, etc. Aussi bien à plat qu'en 3 dimensions, voilà. Avec une foule invraisemblable de croquis, d'esquisses, d'aquarelles, de choses, de recherche avant de se lancer dans la réalisation d'un de ces monuments picturaux, quoi, voilà.
Et en fait, de sa rencontre avec Mayol, justement, il y a aussi quelques grands formats où il signe Marcus Mayol, là où on voit justement une femme, quoi, une femme qui. Oui, un Mayol carrément, mais pour moi, c'est plus de l'ordre de l'exercice ou de l'étude, d'une sorte d'étude, mais c'est pas bouleversant par la création, c'est assez, voilà. Et même que je trouve que c'est même un peu exagéré de faire une espèce de jumelage avec l'œuvre de Mayol, parce que ça a tellement rien à voir avec Mayol. Enfin, si on reste au bord de la forme de Mayol, au bord des rondeurs de Mayol, au bord de l'harmonie de Mayol, là, il y a rien d'harmonieux dans le travail de Luperce, c'est vraiment le chaos complet. Et je me demande qui a pensé à faire enfin, peut-être que toi tu le ressens comme ça, mais moi, je n'ai pas ressenti du tout une fraternité créative avec Mayol, quoi. Moi, je pense que l'idée, elle est venue justement, lui, de sa rencontre avec Mayol et de ce qu'il en dit dès 2015, justement, quand il dit qu'il a rencontré Mayol en 75 et qu'il a rencontré l'œuvre de Mayol et qu'il a fait ce travail. Donc, moi, au début, on s'était posé la question à l'exposition si c'est des œuvres qui étaient contemporaines et qui avaient été faites en vue de cette exposition. Pas du tout. Et donc, je pense que les commissaires d'exposition ont eu envie, justement, de mettre en dialogue Mayol et Luperce depuis que Luperce avait fait ce travail sur Mayol. Moi, je pense que là où ça peut fonctionner, il y a une série de gravures aussi où c'est inspiré de sculptures de Mayol que lui a repris en gravure, que ce soit, je crois, sur bois ou c'est au burin. Ouais. Et justement, il le modernise énormément. Il peut aller un petit peu presque jusqu'à l'abstraction, mais pas complètement, en y mettant de la couleur. Et moi, cette série de gravures m'a vraiment énormément plu. Oui, mais c'est ce qui marque l'esprit, c'est surtout ses peintures et ses sculptures, ses gravures, c'est presque anecdotique, c'est pas vraiment le fond de son travail. Comme c'est un artiste complet, il peut toucher à tout, il peut produire des œuvres surtout avec toutes les techniques possibles, sur le papier, avec de l'encre, avec de l'aquarelle, avec du fusain, avec des jus d'encre ou des jus de peinture noire, etc., etc. Voilà, c'est pas un souci pour lui. Mais je pense que moi, ce qui m'a complètement bouleversé, ratatiné la gueule, c'est la découverte de cette espèce de comment dirais-je, de création complètement louvdingue, complètement cabossée, torturée, fracassée, qui emmène complètement le spectateur dans un chaos invraisemblable, passionnant bien sûr, mais qui est pas quelque chose, qui est pas une œuvre avec laquelle on peut vivre les doigts de pierre, bouquet de violette, quoi. Mais il a ce côté, même je pense dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui s'impose, oui, il y a cette démesure, cet excentrisme un petit peu, aussi bien même dans sa façon de s'habiller, où il s'habille, bon, pas quand il était jeune, quand on voit les photos, quand il est jeune, il est dans son atelier, il travaille, mais là, les dernières représentations qu'il donne de lui, il a un look très dandy, avec un costume 3 pièces, une canne travaillée, enfin, voilà. Et donc, avec une tête de mort, hein. Oui, donc il travaille vraiment il travaille son aspect extérieur, physique. Enfin, il essaie de mettre aussi en opposition son élégance vestimentaire, etc., avec justement le chaos, parfois la boue de sa création, quoi. Voilà, tout en revenant sur la mythologie. Moi, je crois que dans certaines peintures, c'est aussi ça que j'ai aimé, c'est que il y a des figures mythologiques et je sais pas pourquoi ça me parle. Il a travaillé sur Alice au pays des merveilles. Il fait référence à Poussin, à Goya, Rembrandt. Enfin... Il faut vraiment être très très cultivé en art classique pour y retrouver du Poussin ou du Goya ou Alice au pays des merveilles. Mais bon, c'est vrai que cette démesure, il l'a partout. Il aime le free jazz, il compose, il écrit des poèmes, il a écrit des manifestes. Je pense qu'on aurait beaucoup de mal à se confronter même à son écriture, qui ne doit pas être facilement compréhensible. D'après ce que j'ai lu dans l'entretien à la fin du livre, voilà, c'est pas quelqu'un qui est d'un abord forcément facile. Non, mais non.
D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher, de fouiller, de déterrer, de faire de l'archéologie. Simplement en regardant, là j'ai sous les yeux, sur une double page de ce catalogue, une œuvre qui fait 136 sur 300 cm de large, c'est en longueur, vous avez 3 mètres quand même. Hein. Ça, c'est pas le grand format, c'est un format moyen pour lui, et qui s'appelle Novembre. Et ben, vous savez, voilà, là tout est dit. Je suis tombé, c'est à peu près le milieu de ce bouquin, et on voit, il y a tout est résumé dans cette peinture de la sensibilité. Enfin, la sensibilité, je ne sais pas si c'est de la sensibilité ou si c'est un carnassier féroce qui fait ces choses-là. Si sa sensibilité elle est plutôt au niveau de la mastication ou du broie, du fracas des os sous des crocs gigantesques. Voilà. Mais bon, voilà, c'est du perte. C'est rien que cette toile qui s'appelle, je vous rappelle, Novembre de 1988. Une huile, parce qu'il peint à l'huile aussi, ce qui est assez, si vous voulez, il y a pratiquement tous les peintres contemporains peignent à l'acrylique, mais lui non, à l'huile à l'ancienne. Voilà, donc ça nécessite aussi, si vous voulez, physiquement, de se frotter, quand vous frottez un format de 7 mètres sur 3, 21 mètres carrés, voilà, il faut quand même être costaud. Et il a 83 balais. Et il semble pas du tout abîmé par la vie. Ouais, alors cette œuvre dont tu parles n'est pas dans l'exposition, mais il y a quand même quelques grands formats, moins gigantesques, mais il y en a quand même qui sont... Il y en a quand même qui donnent l'idée de ce que ça peut être les plus grands, les plus gigantesques. Et dans l'exposition, justement, il y a un petit renfoncement où il y a 2 vitrines. Une vitrine consacrée aux petites sculptures de Mayol et une vitrine consacrée aux sculptures de Lupers. Oui, mais là encore, tu vois, je comprends pas la confrontation ou le vis-à-vis ou le face-à-face de ces deux artistes, puisque c'est tellement... Mayol est tellement aux antipodes de Lupers. Tu vois, Mayol, il est presque effacé, il est presque rayé de la carte en face des créations, des sculptures, même petites, de ce personnage, quoi, tu vois. C'est presque... Oui, c'est ce côté-là qui me gêne un petit peu dans cette expo. C'est justement ce vis-à-vis que je comprends pas très bien. Voilà, si vous voulez, c'est mesurer une fourmi délicate, gracieuse avec ses petites pattes et tout, qui ramène ce petite feuille dans la termitière, comparé avec un tamanoir ou quelque chose comme ça qui va écraser, bouffer toute la termitière ou la fourmilière. Quoi. Non, il y a quelque chose dedans qui... Je ne sais pas ce qui passe dans la tête des commissaires d'exposition, mais parfois, ça va être un peu le fouillis là-dedans. En même temps, c'est justement en allant visiter l'exposition Nadia Léger que, grâce à la sculpture qui était dans la cour, on a pu se dire, mais qui est ce sculpteur? Et là, on avait déjà parlé de cette sculpture qui, effectivement, qui est énorme. Ce qu'on avait aimé, c'est qu'il y a dans sa main, dans la main de la personne qui est représentée, il y a une petite tête derrière qui est absolument craquante, quoi. Oui, tout à fait. Oui, il est capable aussi de faire des choses comme ça. De mettre dans la main, cachée un peu derrière le dos, une toute petite tête mignonne, enfin marrante, enfin mignonne c'est autre chose, parce que ce qu'il fait, il n'y a rien de mignon dans ce qu'il fait, c'est toujours tendu, quoi, voilà. Mais vraiment, si vous avez envie de vous bouger vos petites miches, là, et de dépenser un peu de sous, et vraiment il faut courir à voir cette exposition de Lupers, parce que c'est quelque chose, enfin, vous en avez qu'un aperçu, parce que évidemment, quand on a ce catalogue sous les yeux et qu'on voit ces formats gigantesques, presque que ce qui était exposé à Mayol, voilà, ça peut encore rentrer dans les pièces. Mais bon, c'est vraiment limite. Ouais, bah justement, donc il avait été exposé au MAM en 2015, il a été exposé aussi au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et c'est son galeriste new-yorkais, Michel Werner, qui a fait une donation aussi au Musée d'Art Moderne. C'est pour ça que le Musée d'Art Moderne en a quand même un certain nombre. Ouais. Non, mais en même temps, vous allez me dire peut-être que je suis une mauvaise langue, mais en même temps, c'est typiquement de l'art allemand, quoi. C'est de l'expressionnisme,
Mais il n'y a aucun artiste d'aucun pays du monde qui serait capable de faire un travail comme ça. C'est vraiment cette espèce de puissance, mais quasiment destructrice, cette espèce de puissance, je répète, destructrice, qui est capable de vous faire entrevoir des mondes apocalyptiques qui foutent quand même un petit peu la trouille. Oui, parce qu'on peut préciser que dans une grande partie de son œuvre, il y a le casque allemand de la Wehrmacht qui est là. Voilà, pour cette histoire allemande qui est omniprésente quand même. Quoi. Alors que lui n'a pas connu, il était tout petit. Et pendant la guerre, il avait 4 ans, à la fin de la guerre. Quoi. Donc, mais si vous voulez, baigner à Berlin, dans ces coins-là, qui n'étaient pas encore reconstruits, qui étaient encore, il y avait encore des ruines partout, il y avait tout ce passé terrifiant qu'ont dû supporter les descendants de cette Allemagne. Voilà, je crois qu'il porte en lui les séquelles de cette monstruosité qui est née de l'autre côté du Rhin. Voilà, il n'y aurait probablement pas eu cette période complètement atroce où les nazis ont fait leur cirque là, mortifère. Probablement des œuvres comme ça ne seraient jamais nées. Ouais, en tout cas, voilà, il prend acte de ça et il l'intègre dans une grande partie de son œuvre. Et alors, dans ce livre, c'est pareil, il y avait un petit passage qui m'a plu, c'est quand il se réfère aussi à Rodin, et il cite une phrase que Rodin aurait repris de Michel-Ange et qui dit « Seules étaient bonnes les œuvres qu'on aurait pu faire rouler du haut d'une montagne sans rien casser, et tout ce qui se fut brisé dans une pareille chute était superflu. » Ouais. Et voilà, donc Rodin s'intéresse à ce qui est vraiment nécessaire, et donc il a fait comme Rodin, il a fait un homme qui marche, et lui c'est son Achille, quoi. Mais moi j'aime bien l'idée du superflu, justement, de garder que l'essentiel, quoi. Si tu veux imaginer vraiment cette histoire, tu fais une boule, parce que là il n'y aura rien qui s'en ira, quoi, tu vois, assez dur pour pas qu'elle s'ébrèche, mais parce qu'autrement tout ce que tu peux faire comme sculpture qui a une protubérance quelconque, voilà, il n'y en a plus. C'est-à-dire, peut-être que la métaphore, c'est d'aller à l'essentiel, quoi. Je pense que oui, je pense que c'est ça. D'ailleurs, il y a une sculpture de Rodin dans l'exposition, justement. Oui, mais encore une fois... Et là, on ne comprend pas trop pourquoi elle est là, cette sculpture de Rodin. Pour moi, comme les Mayol, je ne comprends pas trop pourquoi ils sont là, quoi, tu vois. Que dans l'histoire de l'art, Mayol a été pour les Allemands une espèce de renaissance d'un art, j'irais jusqu'à oser le mot arien, parce que voilà, Mayol, il a fait que ces modèles de femmes sont des femmes européennes. Oui, puis cherchant à atteindre la perfection, l'harmonie complète, totale, quoi. L'harmonie classique, voilà. Donc, évidemment que des gens comme, les Allemands qui privilégiaient, si vous voulez, la beauté d'une race supposée aryenne qui n'existe pas, enfin dans leur tête un petit peu déchirée, voilà, ils s'imaginaient ça. Évidemment que Mayol, c'était une espèce de perfection. En même temps, c'était aussi des formes révolutionnaires, parce que ce qu'a fait Mayol, à l'époque où il l'a fait en tout cas, c'était complètement novateur. Voilà. Je veux me marier avec le vent. Je prends le soleil comme mon amant avec les nuages. Je danse le French cancan, mais le vendredi, le tango samba. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Embrasse le passé, elle n'existe plus. La vie, aujourd'hui, elle est plus importante. Hier,
c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Oh. Embrasse le passé, il n'existe plus. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. 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 La vérité, une chanson d'Arnaud. On a trouvé que la voix d'Arnaud allait bien avec le personnage de Marcus Lupers, justement. Les expositions. Donc cette exposition, Marcus Lupers au musée Mayol jusqu'au 23 mars. Toujours au MAM, Éric Dubuc jusqu'au 23 mars aussi. Et au Macval aussi, Faits divers. Il y a un tableau d'Éric Dubuc. José de Ribera au Petit Palais jusqu'au 23 février, Damien de Roubaix à la BNF en un jour si obscur jusqu'au 16 février, Jacques Prévert, le rêveur d'images au musée de Montmartre jusqu'au 16 février, Josephson, sculpture au musée d'art moderne jusqu'au 16 février, Eugène Carrière, peintre et humaniste au musée Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne jusqu'au 30 mars 2025, le dimanche de 15h à 18h. Les figures de fous au Louvre, ça se termine le 3 février, donc c'est à la fin de la semaine. Et Nadia Léger au musée Mayol jusqu'au 23 mars. Et j'ai rajouté une exposition Suzanne Valadon au Centre Pompidou Paris, qui dure jusqu'au 30 mars. Et je pense que c'est l'exposition que nous on avait vue à Pompidou Metz. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé cette exposition, donc on fera peut-être une rediffusion de ce qu'on avait fait sur notre boulot de l'expo à Metz. Au musée Zadkine, Modigliani Zadkine, une amitié interrompue, c'est jusqu'au 30 mars. Au musée Jean-Jacques Henner, les élèves de Jean-Jacques Henner. Voilà, il a eu pas mal d'élèves femmes qui à l'époque n'avaient pas accès effectivement aux écoles d'art. Le culturel de la semaine, donc j'ai terminé ce que j'avais commencé depuis un moment, le livre Americana d'une autrice nigériane qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, un livre assez extraordinaire, très très bien écrit, qui raconte l'histoire, donc je pense que c'est une autofiction, une biofiction, d'Ifemelu qui quitte son pays natal, donc le Nigeria, pour aller étudier aux États-Unis suite à des grèves répétées dans les établissements scolaires. Et donc elle va pour la première fois être confrontée à la couleur de sa peau et au racisme, et elle va écrire sur un blog, et en fait ses écrits sont vraiment très très pertinents, sa façon de parler du racisme vu depuis les États-Unis, et puis en fait après elle quittera les États-Unis pour retrouver à nouveau retourner à Lagos au Nigeria, et elle dira une fois retournée à Lagos, j'ai enfin cessé d'être noire, quoi. Et c'est vraiment, mais c'est d'une écriture, c'est pertinent, c'est juste, enfin c'est vraiment un petit régal. Le livre doit faire, je sais pas, 680 pages, oui, mais ça se lit vraiment avec délectation, quoi. Son point de vue, j'avais lu déjà un petit manifeste féministe d'elle qui alors là était dans un petit folio à 2 € qui faisait je sais pas une trentaine ou une quarantaine de pages, et là ça n'a rien à voir. Là on est vraiment dans un vrai roman dans lequel on plonge. Il y a aussi une histoire d'amour avec un Nigérian qu'elle va retrouver, et aussi lui toute son histoire, comment il étudie, comment il va gagner de l'argent au Nigeria, comment ils vont pouvoir se retrouver, comment ils se marient. Enfin il y a vraiment c'est très très pertinent, quoi. Et j'ai lu 5 jours au Timor de Morgane Segui. Alors ça c'est un petit livre
un petit livre d'aventure qui vient de sortir. C'est l'histoire de Morgan Timor. C'est pareil, c'est une histoire vraie qui est au Timor. Le Timor, c'est une île qui est au sud-est presque asiatique et qui va faire une escapade, qui veut aller faire un sommet et en fait qui va faire une chute de 7 mètres et qui va se retrouver à essayer de survivre suite à cette chute, sachant qu'il est quand même avec un bras cassé, qui va manquer d'eau. Donc il raconte toute cette histoire de survie. Et ce qui est intéressant, donc c'est en fait toute sa façon de décrire tous ces symptômes quand on est déshydraté, comment on survit, lui quelle capacité il a d'analyse de ce qui se passe dans son corps, comment il va effectivement dépasser tout ça, qui va pouvoir finalement s'en sortir, et qui va rencontrer dans cet endroit où il a fait une chute, il va finir par trouver un champ et des gens qui travaillent là, et comment ces gens sur place vont l'aider. Et là, c'est vraiment des très très beaux passages d'aide avec lui. Et bon, par contre, au niveau de la personnalité de cet auteur, j'étais un peu sceptique dans ce côté toujours à vouloir prendre des risques toujours un peu plus, alors quand il part, il fait déjà une escapade, il va en bateau sur cette île, il rencontre les gens du cru, il commence à grimper, qui lui disent que il y a des esprits, mais qu'il est trop tard, qu'il faut faire demi-tour, enfin qu'il le mette vraiment en garde sur son ascension à ce moment-là, en disant qu'il ferait mieux qu'il dorme en bas et qu'il monte que le lendemain, et lui raconte que c'est plus fort que lui, il continue jusqu'à ce qu'il arrive au sommet, qu'il redescende, qu'il se perde et qu'il fasse cette chute fatale. Et ça, c'est vrai que c'est un peu agaçant, ce côté, alors je ne sais pas si c'est plus masculin ou pas, peut-être pas d'ailleurs, d'aller jusqu'à la prise de risque et finalement de se fracasser, quoi. C'est un peu comme notre auteur qui a écrit la Panthère oui, des Sylvain Neiges, Tesson. C'est Voilà. un peu lui aussi. Voilà, Sylvain Tesson qui effectivement s'enivre et continue de faire des escalades et à un moment tombe de 10 mètres, quoi. Voilà. Et il se crasse complètement. Alors oui. là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement si on se détache de tout ce qui peut nous agacer dans la personnalité, parce qu'en plus cet homme, bon, il a un enfant qui vit pas avec lui, mais voilà, il y a quand même cet enfant qui est dans sa vie, et là en fait il est dans son truc, donc ça c'est plutôt agaçant. Après c'est sa façon de décrire tout ce qu'il vit. Ça, je trouve que c'est intéressant de découvrir comment, si on est en survie, comment on peut analyser comment le corps réagit, où est-ce qu'on a mal, comment on doit se déplacer, comment il va se nourrir de plantes quand il est complètement déshydraté, quels sont tous ces symptômes de la déshydratation, comment le corps en fait se durcit, se rétrécit, parce qu'en fait les organes ont besoin d'eau pour fonctionner, les cellules aussi, comment la première fois il peut boire son urine mais qu'après c'est plus possible parce que d'urine c'est plus ça peut plus se boire, enfin voilà, ça c'était vraiment intéressant. Et puis voilà, c'est vraiment cette fin, ce beau passage quand il est sauvé par la population locale, quoi. Et moi, j'ai regardé sur la 2, hier soir, j'ai regardé en tout cas 2 épisodes d'un document consacré à des rescapés du camp d'Auschwitz et Treblinka, hommes, femmes, qui étaient à cette époque-là presque des enfants et qui se faisaient passer pour des adultes. Enfin, c'est le schéma classique pour pouvoir pas passer à la chambre à gaz tout de suite. Il valait mieux se faire passer pour un jeune adulte plutôt que pour un adolescent. Voilà, et ce sont ces témoignages qui m'ont retenu assez longtemps. J'ai pas vu. Il y en avait un 3e, peut-être même un 4e, je sais pas. Mais il était déjà comme assez tard et j'ai dû arrêter. J'essaierai de le retrouver en podcast. Bon, je mettrai le lien. Si tu dis que c'était sur France Télévisions, je vais le rechercher. C'est sur la 2, ouais. Oui, parce que, si vous voulez, évidemment, on est très informé maintenant sur tout ce qui s'est passé pendant cette période terrifiante du Troisième Reich, et ce qui s'est passé particulièrement dans les camps de la mort, particulièrement en Pologne. Les Polonais, qui d'ailleurs à cette époque-là, si vous voulez, même les auxiliaires des SS étaient souvent des Polonais, parce que les Polonais étaient vraiment férocement antisémites, pas tous, hein, bien sûr. On veut pas. Il y a des Polonais qui ont sauvé des Juifs, etc., comme en France, des Français ont sauvé des Juifs, mais
si vous voulez, foncièrement, les Polonais, puisque c'était des catholiques aussi, l'Église était là-bas très très puissante, et donc cette espèce de haine du juif qui vient de l'histoire religieuse des catholiques, voilà, Christ et tout ça, les rendait particulièrement odieux. Voilà. Donc on voit tout ça, mais on ne le voit pas, on le voit raconté par des survivants, avec quelques documents d'époque pour appuyer le propos. Et je pense que c'est salutaire pour tout le monde de regarder ce genre de rappel de l'histoire, d'une période, d'une histoire qui est, il n'y a pas plus terrifiant que cette histoire-là, où on s'autorisait, des humains s'autorisaient à tuer en masse des gens pour leur confession. Voilà. Donc, si vous avez, si le cœur vous en dit, c'est le cas de le lire en même temps, si le cœur vous en dit, vous pouvez retrouver en podcast probablement cette série documentaire sur le génocide des Européens de confession juive. Voilà, c'est concentré sur Dachau et Treblinka, qui est un camp à côté dans Dachau. Voilà. Voilà. Et moi, je suis allée au théâtre samedi soir voir une pièce qui est montée, c'est une création faite par un collectif qui s'appelle Les Parallèles Flingueuses. Ça s'appelle Le Temps qu'il faut. Donc ce sont 3 actrices qui tiennent la scène, et en fait ce sont des femmes qui travaillent sur une chaîne d'expédition de colis avec une cadence difficile, et elles vont réclamer un allongement de leur pause, et donc elles vont devenir amies, elles vont se lier, et parallèlement elles entendent à la radio une émission sur le temps. Donc il y a toute une réflexion sur le temps, sur la mesure du temps, et elles vont faire une action pirate. Elles vont aller symboliquement voler une seconde intercalaire, et c'est assez jouissif la façon dont c'est fait. C'est une petite pièce, ça durait 1h10, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Les 3 actrices sont très très justes, et à la fin il y a une chorale qui chante justement sur le temps. Donc c'était un chouette moment. J'espère qu'elles vont pouvoir rejouer cette pièce à d'autres endroits. Elles avaient fait une résidence à Montreuil au Théâtre des Roches, et donc c'est pour ça qu'elles l'ont présentée au Théâtre Berthelot. D'accord. Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet aracraille.fr. Nous saluons nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William de la rade de Brest. Nos potes Claude et William, on les salue bien bas. Ouais, on pense toujours très fort à vous. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre, le coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un grand peintre qu'on aime beaucoup, c'est en même temps un être humain. Et quand on dit de quelqu'un que c'est un être humain, c'est pas pour de rire. Claudine, une copine à ma camarade Piquet-Cou, avec qui elle partage beaucoup d'intérêt pour l'art, d'une manière générale, en visitant des expos, des musées, en se déplaçant en province pour voir justement d'autres œuvres de peintres qui ne sont pas dans les musées parisiens. Corinne, Emmanuel et Frédéric, 3 poteaux. Corinne est tapissière, Emmanuel est plasticienne, graphiste, et Fredo est peinture. Et il fait des labradeurs. Juliette Planck, une graveuse remarquable, en relégation à Rochefort-sur-Mer, donc c'est au bord de la mer, voilà, qui grave magnifiquement, et puis aussi qui prend des élèves, qui soient studieux d'ailleurs en plus, parce que c'est quand même nécessaire pour apprendre cette discipline impitoyable qu'est la gravure, voilà. Et en même temps, elle anime une émission sur une radio qui s'appelle Radio Pigaille. Voilà. Elle est multipasse, notre camarade Juliette. Sophie Villoutreix-Bracheux, une graveuse que nous avons connue comme telle au musée, aux Journées de l'Essent, pas voilà, Saint-Sulpice. Une très belle rencontre. Très belle rencontre.
et qui peint aussi, voilà, Ouais. un personnage chaleureux. C'est rare dans le milieu de l'art pour le Ouais. souligner. Clément qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne. Alors là, Clément, c'est un monument. On l'aime et on aime son travail. Il faut dire que ça, c'est quelqu'un qui l'a dans la peau. Hein. Agnès Dubart, une graveuse aussi, qu'on a connue à Lille, et puis après qui est partie dans l'Ariège, et puis après qui est remontée en Bretagne Sud, où elle s'est posée en ce moment. Elle est une graveuse magnifique aussi. Voilà, on l'embrasse bien fort. Thierry Morciot, un graveur bruxellois. Attention, je n'ai pas dit belge, j'ai dit bruxellois. Ouais. Bruxelles, c'est à part de la Belgique. Ouais, il y a 3 régions en Bruxelles, il y a la Wallonie, la Flandre et Bruxelles en Belgique. Voilà. Et d'ailleurs, depuis que je vais régulièrement à Bruxelles, c'est dommage, Thierry Morciot n'expose pas. Je regarde régulièrement, mais maintenant, mes petits-enfants étant à l'école une partie du temps, je pourrais aller voir une expo. Et non, pas de Thierry Morciot sur les cimaises bruxelloises. Si tu écoutes ce message, tu sais ce qu'il te reste à faire. Monter une expo à Bruxelles pour que notre camarade Piquet-Cou puisse aller musarder dans ton expo. Et en tirer peut-être une émission. Alice Amoroso, qui est en résidence à la Casa Velasquez, dont j'ai eu des nouvelles et qui travaille énormément. Et voilà, qui m'a envoyé son dossier de travail et je pense qu'on fera une émission là-dessus quand elle rentrera d'ici 2 mois. Non, mais c'est un cas aussi, cette petite Alice, c'est une force de la nature, hein, c'est impressionnant. Ouais. Elle a à peu près la taille d'Edith Piaf, voilà, mais elle a aussi, apparemment, elle a aussi la force. Geneviève, j'allais oublier Raoul Villoula, qui est un jeune graveur aussi, avec beaucoup de talent, et qu'on aime beaucoup aussi, très discret, trop effacé de mon point de vue, mais enfin bon, c'est son travail ne l'est pas. Hein. Son travail ne l'est pas, non. Tu as tout à fait raison. Colette et Jacqueline, deux veuves de Colette, veuve d'un plasticien, Odon, et Jacqueline, veuve d'un peintre, Raymond Imbert. Colette, hélas, vient aujourd'hui de disparaître. On la regrettera toujours beaucoup. Voilà, un accueil chaleureux, vraiment quelqu'un qu'on a apprécié, qui nous a ouvert les portes de sa maison et de l'atelier d'Odon en toute simplicité. Voilà. Un atelier magnifique avec des œuvres extraordinaires. Voilà, et puis qui s'en occupait, Colette, d'une manière vraiment, comme beaucoup de femmes d'artistes, voilà, elle s'est dévouée tout entière à l'œuvre de son mari. Elle l'a soutenu tant qu'elle a pu lorsqu'il était là, très malade, mais qui a travaillé jusqu'à la fin. Et puis Jacqueline aussi, avec Raymond Imbert, qui est mort jeune, à 54 ans, je crois. Voilà, épuisé. Ça peut arriver de mourir d'épuisement, même encore aujourd'hui. Il faut dire qu'il travaillait, non seulement il peignait beaucoup, des œuvres magnifiques, et puis aussi il a une œuvre extraordinaire qui s'est concrétisée dans un musée, si vous voulez, de la paysannerie, quoi. Ouais, d'histoire populaire, voilà, à la Duze, en Bourgogne. Un travail, c'est les pyramides à la Duze, quoi. Et donc Jacqueline, on n'a pas de nouvelles, mais bon, on pense qu'aussi elle doit pas être dans une forme excellente. Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar, dont une, Liliane, n'est plus là, voilà, pour aider sa sœur Laurence à poursuivre leur œuvre. Voilà, mais Laurence est une petite nana courageuse et je pense qu'elle va relever le défi. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, toujours debout, toujours à poste. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants qui militent. Cécile, tu la sens, ma 5 et puissance, oui. Notre Cécile, on la sent et on t'aime. La rousse flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio Omni le mercredi après-midi. 2 émissions consacrées l'une aux enfants et l'autre à leurs parents. Voilà, et elle s'y connaît, parce que c'est une ancienne instite, et c'était une bonne, et elle est toujours aussi bonne.
Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte. Ouais, un jour, on se baladait à Bourg-en-Marlotte, on rentre dans une librairie, ça s'appelle la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu, une ancienne d'ailleurs de la fondation du Buffet. Et sur les cimaises de cette librairie, L'Empreinte, des œuvres étaient accrochées. Ça nous a plu. On a demandé qui c'est que c'était que la dame qui peignait, parce qu'on ne savait pas que c'était une dame, d'ailleurs, l'artiste qui peignait. Elle nous a donné son nom et son adresse. On l'a joint. Et on est allé la voir, on l'a interviewée. On a fait l'émission. Hein, pas mal. Dominique Paladardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, ainsi que sa maman. Thérèse Franco. Thérèse Franco, voilà. Toutes les deux, bye bye. Elles ont un peu secoué les fesses de l'art parisien, le temps de leur vie. Et aujourd'hui qu'elles sont parties, il reste encore Marie Dognaud de la librairie Kaléidoscope pour faire le boulot. Une galerie magnifique qui expose aussi sur ses cimaises des œuvres intéressantes. Antoine Manoury des Champignons, qui ne sont plus les Champignons, mais moi je les appellerai toujours les Champignons. Voilà. Un petit groupe de musicos que ma camarade Pijécou connaît bien. Et Anna Sinorowska, une peintre polonaise dont on aime l'œuvre, qu'on a chacun une œuvre qu'on peut accrocher sur nos cimaises personnelles. Voilà. Salut Anna, on est bien content de te connaître, hein, surtout d'avoir tes œuvres. L'émission est à l'écoute sur notre blog à raccueil.fr. On se termine, on se fait seppuku avec la pote Mélismel. Faut vivre! Salut! Malgré l'écran suet une néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde un œil ivre,
faut vivre.